Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Au programme, les monnaies numériques de banque centrale. Où en est-on? L'émergence du bitcoin et des crypto-monnaies les a poussées, ces banques centrales, à émettre elles aussi leurs propres devises numériques, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, en Chine, qui elle a bien pris les devants avec son yuan numérique, aux États-Unis, dans l'Union européenne, bien sûr, les projets de monnaie digitale se multiplient. On parlera aujourd'hui du calendrier français, où en est la Banque de France, mais également de l'intérêt d'un tel programme. Et puis, dans Enjeux patrimoine, le plafonnement des loyers des passoires thermiques. Avec l'inflation, les loyers augmentent fortement. Certains propriétaires, par contre, n'auront plus le droit d'augmenter les leurs dès cet été. À compter du 25 août 2022, très précisément, il sera impossible d'augmenter le loyer de ces passoires thermiques. La loi climat et résilience interdit toute augmentation pour les biens notés F et G au titre du diagnostic de performance énergétique. On reviendra sur l'impact d'une telle mesure sur le marché immobilier dans son ensemble. Smart Patrimoine, c'est parti. Mais d'abord, je vous le disais, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine. Où en sont les banques centrales sur l'émission de leur propre monnaie numérique? Et oui, les banques centrales veulent elles aussi s'emparer de cette innovation technologique. Alors actuellement, la seule monnaie numérique de banque centrale qui a concrètement commencé à être utilisée à grande échelle, c'est le yuan numérique. On va revenir avec notre invitée sur le cas français. Claudine Urman nous accompagne, directrice des infrastructures, innovation et paiement à la Banque de France. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous, Claudine Urman. Pourquoi et quand les banques centrales se sont-elles emparées de ce sujet ? Alors, effectivement, c'est vraiment un sujet d'actualité, tout simplement parce qu'on observe une numérisation ou digitalisation, voilà le terme, on peut le choisir, de l'économie de plus en plus. Nous sommes confrontés à ce phénomène et donc... s'adapter aux nouveaux besoins de la société, c'est ça, aux nouveaux usages typiquement des espèces, du cash. Donc, il s'agit de trouver de nouvelles formes de paiement qui s'adaptent à nos nouvelles habitudes de consommation. Donc ça a été particulièrement prégnant pendant la crise Covid, où on s'est aperçu effectivement, on a utilisé de moins en moins d'espèces, et donc on souhaite accompagner tous ces mouvements pour offrir une monnaie numérique sûre aux citoyens. Et pourquoi la Banque de France? Alors pourquoi la Banque de France précisément s'est-elle emparée de ce sujet-là? C'est vrai qu'on parlait de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne, et la BCE dans tout ça. Expliquez-nous, euro numérique européen, euro numérique français, comment ça marche tout ça? Alors effectivement, la Banque de France est au sein de l'eurosystème et travaille étroitement dans le cadre de l'eurosystème un projet d'euro numérique de détail. Donc ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est que la Banque de France est intéressée très tôt aussi à ce qu'on appelle un euro numérique qui serait une monnaie de gros interbancaire pour effectuer les règlements entre les banques. Donc ça, c'est un autre sujet. On est sur deux usages complètement différents. Et donc sur cet usage de monnaie de gros, nous avons conduit de nombreuses expérimentations. Depuis 2019, je crois, c'est ça? Ça a commencé en fait début 2020 et nous les continuons actuellement. Donc nous sommes vraiment sur deux chantiers, chantier Eurosystème et puis chantier expérimentation Banque de France en même temps. On va rentrer dans le détail de ce chantier, justement. On va vous demander évidemment où vous en êtes de ces expérimentations. Une question, Claudine Urman, est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard? Est-ce qu'on en a vraiment besoin des monnaies numériques banque centrale alors que le marché regorge déjà de cryptoactifs aujourd'hui? Alors effectivement, l'eurosystème n'est pas en retard par rapport à toutes ces initiatives qui voient le jour. Actuellement, la Chine est effectivement en phase pilote, qui n'est pas encore diffusée à tous les citoyens, mais effectivement à grande échelle. Pour autant, l'eurosystème a commencé l'année dernière à lancer sa phase d'investigation d'un euro numérique de détail. Donc c'est une phase qui va durer pendant 3 ans. Et sinon, par rapport à d'autres juridictions, typiquement, les États-Unis sont en train de s'interroger. Donc, on est effectivement quand même en avance, notamment par rapport à eux. Mais c'est un projet de grande envergure qui demande de la consultation parce qu'il faut qu'il y ait une adoption
cet euro numérique. Est-ce que les banques centrales ne sont pas en retard? C'était ça ma question. Alors les banques centrales, non, les banques de manière centrales, générale, ne sont pas en retard. Donc il y a deux volets sur lesquels elles travaillent. C'est d'une part la réglementation de ces cryptoactifs, parce que effectivement il y a un risque très important. On l'a vu avec l'effondrement de Terra Luna tout récemment. Et aussi donc, pour proposer cet actif de règlement en monnaie de banque centrale. Donc travailler sur les deux fronts. c'est intéressant ce que vous dites sur structurer, réglementer peut-être le marché de ces cryptoactifs. C'est peut-être un des objectifs aussi d'une monnaie banque centrale. Elle peut servir à ça aussi, à mieux réguler le marché. Alors c'est une partie un petit peu différente. Vraiment, il y a une partie régulation, réglementation. Typiquement, ça sera la réglementation européenne MiCA qui devrait voir le jour prochainement. Donc ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, c'est offrir vraiment sur le marché cet actif de règlement comme une monnaie numérique de banque centrale sûre et qui est en quelque sorte un billet numérique et qui est garanti par la banque centrale. Claudine Urmand, qu'est-ce qu'une monnaie numérique banque centrale? Qu'est-ce qu'elle a de différent d'un cryptoactif? Alors, comme je viens de le dire, effectivement, c'est une monnaie qui est vraiment garantie par la Banque centrale. Donc, elle est totalement sûre. Il n'y a pas de risque de perte de valeur brutale. Les cryptoactifs, typiquement, sont des monnaies privées. Donc, on a pu le voir, il y a un risque de perte de valeur très important. Et pour nous, l'ancrage dans la monnaie de banque centrale est très important pour soutenir la confiance. Nous sommes le garant de la confiance dans la monnaie. Et donc, ça, c'est un aspect que nous souhaitons préserver. Où en est-on alors des expérimentations Banque de France, puisque c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Où en est-on et qu'est-ce qui rend peut-être difficile aujourd'hui? Quels sont les freins encore aujourd'hui au développement de cette monnaie numérique, en tout cas à son émission sur le marché? Alors donc nous travaillons côté Banque de France sur des expérimentations sur la monnaie de gros, donc le règlement entre les banques commerciales par exemple. Et nous avons déjà achevé 9 expérimentations, terminées fin 2021. Et nous travaillons sur un deuxième volet. Donc, pour expérimenter ce qu'on appelle les règlements transfrontières, parce qu'on a vu qu'il y avait des améliorations très importantes à apporter. Les règlements transfrontières sont très longs, ils sont très coûteux. Donc, les monnaies numériques pourraient améliorer ce processus. Et d'autre part, continuer d'accompagner cette finance qu'on appelle finance tokenisée pour mettre en face un actif de règlement qui soit également sûr pour toutes les transactions sur les marchés financiers. Vous, sur quelle technologie vous vous appuyez exactement? Sur la blockchain? Alors, on a effectivement, nous avons privilégié la blockchain pour expérimenter différents types de blockchain et c'est un travail qui va continuer. Et il reste notamment à tester tout ce qui peut être la performance, la résistance de ces blockchains, parce qu'elles évoluent également très vite. Et entre le moment où on a commencé les expérimentations et maintenant, ce ne sont plus les mêmes blockchains. Donc nous allons continuer à travailler là-dessus, parce qu'effectivement, il faut offrir une technologie résiliente, notamment par rapport à tout ce qui concerne les cyberattaques. Je reviens sur ma question des freins, justement. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que cette technologie blockchain, comme vous dites, qui évolue très vite, est-ce que c'en est un? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça prend un peu de temps? Ça prend effectivement du temps parce qu'il faut être sûr de pouvoir offrir des technologies aussi résilientes que nos systèmes actuels, donc qui ont été développés, les systèmes de paiement qui ont été développés par les banques centrales. Donc avoir des systèmes à la fois résilients et très performants, capables de traiter des gros volumes d'opérations en toute sécurité. Donc d'où toutes ces précautions qui sont prises et tous ces tests qui sont effectués. On a parlé du modèle chinois ensemble. Est-ce que c'est un modèle, par exemple, je ne sais pas, dont vous vous inspirez, dont on s'inspire? Est-ce qu'on est sur des projets complètement différents? Alors, donc la façon de conduire le projet est effectivement tout à fait différente, donc puisque il y a toute une phase de préparation, de réflexion, de consultation. Après, donc le modèle chinois, on le regarde également au niveau Eurosystème, puisque c'est un modèle qui fait intervenir les banques commerciales dans la distribution. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important parce qu'on souhaite préserver cet écosystème et préserver le rôle des intermédiaires et des banques dans la matière. J'imagine que quand on prépare une monnaie numérique, on prépare aussi son arrivée sur le marché. Comment on prépare ce contexte-là?
et préparer l'arrivée de cette monnaie numérique un jour en France? Alors, il faut effectivement qu'il y ait, c'est très important, l'adoption de cette monnaie numérique par les citoyens. Donc, il faut bien déterminer les cas d'usage. Pour quel cas d'usage spécifique pourra-t-on utiliser cette monnaie numérique? D'où la consultation qui est faite au niveau Eurosystème et donc dans chaque État en Europe des citoyens pour les consulter sur les cas d'usage, ce qui est important pour eux. Notamment, on a vu tous les aspects protection des données qui est très, très important. Et aussi, il faut que ça soit un moyen facile à utiliser par les citoyens, qui ne leur coûte pas plus cher. Trouver un moyen en fait complémentaire à tous les moyens de paiement existants. Et pour servir aussi des cas d'usage innovants, ce qui nous paraît être une piste importante. Et là, vous pensez qu'on en est où justement là-dessus, sur la sensibilisation des citoyens français sur cette question-là? Est-ce qu'ils savent comment se servir d'un euro numérique? Est-ce qu'ils savent pourquoi? Est-ce qu'ils sauront le recevoir là? Alors là, c'est un travail qu'il faut continuer à poursuivre, effectivement, de pédagogie, d'explication. Bon, l'Eurosystème a travaillé de manière encore conceptuelle. Et en fait, nous allons bientôt travailler au sein de l'Eurosystème à la conception d'un prototype. Et pour le tester aussi auprès des citoyens et voir comment il sera reçu. Donc d'où cette phase d'investigation qui dure 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, on va décider, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne décidera de lancer ou pas cet euro numérique de détail. Et donc là, Claudine Urmand, on est bien sur l'euro numérique de détail pour le grand public. Tout à fait. Vous, les expérimentations dont vous nous parliez, sur lesquelles vous travaillez actuellement, monnaie numérique pour les transactions interbancaires, c'est bien ça? Voilà, exactement. Voilà, il faut bien pour que distinguer les deux. Que ce soit clair pour nos téléspectateurs. À quand son arrivée alors sur le marché pour les deux, là des deux côtés, à votre avis? On en est où? On va terminer là-dessus parce qu'on a quand même envie de savoir. À quelle échéance, à peu près? Oui, tout à fait. Donc, alors phase d'investigation de l'euro numérique de détail, donc 2 ans, ce qui va nous faire aboutir à fin 2023. Donc la décision sera prise au vu de toute cette étude approfondie par le Conseil des gouverneurs de lancer ou pas cet euro numérique. Et après, on estime à environ 3 ans maximum. Donc ça sera à l'horizon de 2025-2026 pour avoir cet euro numérique de détail dans nos tokens, dans un wallet, quelque part. Alors pour ce qui concerne, donc ça c'est la partie euro numérique de détail. Pour ce qui concerne un euro numérique de gros, pour l'instant ça n'est pas encore décidé. Il y a une étude qui est en cours à laquelle nous participons au niveau Eurosystème, mais ça se passe pour l'instant à l'intérieur, on va dire, des banques centrales, mais bon après ça pourrait peut-être être lancé de manière assez rapide si c'était décidé par l'Eurosystème. Mais là encore, il faudrait choisir les technologies. Il y a encore un travail important qui reste à conduire. Un travail important qui reste à faire. En tout cas, on a une meilleure idée du calendrier de ces monnaies numériques, en tout cas en France. Merci beaucoup, Claudine Urmand, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes directrice des infrastructures, innovation et paiement à la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact sur l'immobilier le plafonnement des loyers des passoires thermiques peut-il avoir? En effet, dès le 25 août prochain, il sera interdit d'augmenter le loyer des passoires thermiques, ces logements notés F et G au titre du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. 7 à 8 millions de logements seraient concernés en France, selon la FNAIM. Cela pourrait donc impliquer le bouleversement non négligeable sur le marché locatif et notamment d'éventuelles pénuries sur certains territoires. On va poser la question évidemment à nos invités. Alban Bousquier nous accompagne, senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Alban Bousquier, merci beaucoup de nous accompagner. Christophe Desmersons, président de l'UNPI, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi sur le plateau de Smart Patrimoine. Christophe Desmersons, est-ce que je peux vous poser la question, nous redonner la définition d'une passoire thermique ou d'un logement logement énergivore. Je préfère logement énergivore que passoire thermique. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a plusieurs définitions. Si on prend le calendrier législatif qu'on nous a malheureusement imposé et qui n'est pas tenable, on va dire que pour le 1er janvier 2023, ça sera les logements qui dépensent plus de 450 kW par mètre carré. Voilà. Et après, on va continuer
sur les logements G et sur les logements F et puis sur les autres logements. 7 à 8 millions, c'est ce que je disais. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Ils diffèrent selon les organismes. Alors, nous, on est exactement sur la même longueur d'onde que Jean-Marc Torolion, le président de la FNIL. Nous, à l'UNPI, on a les mêmes chiffres. C'est-à-dire que ce qu'on voit tout de suite, et moi j'ai solennellement prévenu Madame la Ministre, à l'époque c'était Emmanuel Vargon, sur ces chiffres. Dès l'été dernier, on a vu que ça allait être compliqué. Ce qu'on peut dire sur les chiffres, si on découpe, si on les séquence, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va fermer 400 000 logements au 1er janvier 2023, là, donc c'est dans 7 mois. Au 1er janvier 2023, on va fermer 400 000 logements. Après, on va fermer 2,5 millions de logements G au 1er janvier 2025. Et après, on va fermer 2,5 millions de logements, les F, au 1er janvier 2028. Ça, c'est une certitude. Pour 2034, on arrive au reste largement, j'allais dire, ça c'est presque, j'allais dire, malheureusement, des fourchettes basses. Mais ces chiffres, je vous les confirme et l'UNPI vous les confirme. Vous faites le même constat de votre côté? Alors moi j'ai moins de chiffres que monsieur effectivement, mais nous on se rend compte effectivement que ça posait un sacré problème à tous les propriétaires. Autant de logements fermés d'ici 2023, d'ici 2024, vous constatez la même tendance? Alors je vous dis, nous on a moins de chiffres justement que monsieur, mais nous on voit nos clients qui de plus en plus se posent des questions de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur logement justement, de par les mesures qui vont être mises en place par le gouvernement. On va essayer de répondre à cette question justement avec vous aujourd'hui. Vous parliez d'un nombre de logements, ça c'est l'estimation que vous en avez fait, parce que réexpliquez-nous un peu que prévoit cette loi climat et résilience sur les passoires thermiques. Donc là, on va parler évidemment du plafonnement des loyers, 25 août 2022. Que prévoit la loi plus largement après ce plafonnement des loyers justement? J'allais dire que le plafonnement des loyers, c'est presque un épiphénomène malheureusement. C'est la première étape. C'est la première étape, mais ce qu'on constate sur le terrain, si on regarde un petit peu plus largement, moi, en ce moment, je me promène partout en France et ce que je vois, c'est que dans toutes les régions, c'est pas la même chose. Ce que je vois quand même en premier, c'est que, Erwan a les mêmes clients, donc on voit ce qui se passe, c'est que les propriétaires, ils veulent investir, ça c'est sûr. Les propriétaires, ils veulent entretenir et les propriétaires, ils veulent rénover. Ça, c'est le constat. À côté de ça, ils baissent les bras, ils sont désarmés. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, une loi mal ficelée a imposé un calendrier qui n'est pas tenable. Et surtout, ce qu'on disait, quand vous m'avez parlé tout à l'heure de définition d'un logement énergivore, pour définir un logement énergivore, il faut un bon thermomètre. Et le bon thermomètre, on l'a pas, à savoir le DPE qui est opposable depuis le 1er janvier 1er juillet 2021. Et vu qu'on n'a pas de bon thermomètre, la confiance n'y est pas. Alors nous, on avait réussi à faire suspendre la loi. Après, on nous a expliqué que finalement, le logiciel y était au point pour le DPE. Mais vous vous rendez compte, on parle quand même d'un outil qui va fermer 8 millions de logements et qui n'est pas fiable. Nous, on a bien sûr été tout de suite d'accord avec Barbara Pompili quand on nous avait proposé de travailler sur ce DPE opposable. Pourquoi pas? Nous, bien sûr, on veut que les propriétaires puissent loger les gens dans de bonnes conditions, que les locataires soient bien logés. On veut aussi que les propriétaires puissent entretenir leurs biens et qu'ils soient toujours maintenus à des bons niveaux. Mais à côté de ça, il y a un principe de réalité aussi. Je parle même avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà des problèmes. On voyait que ça n'allait pas passer parce qu'en réalité, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Comme je vous dis, il y a un outil qui n'est pas fiable, le nouveau DPE, et à côté de ça, il y a un calendrier qui n'est pas tenable. Et donc, il y a un engorgement des demandes, puisqu'il faut faire pratiquement la moitié du parc, rénover pratiquement la moitié du parc. C'est pas possible. Je veux dire, les artisans, ils sont comme ils sont. Le Covid est passé par là, et il n'y a pas, par exemple, si je vous prends les radiateurs, vous prenez des radiateurs à fluide caloporteur, même des radiateurs français, ils sont fabriqués, vous avez les corps, mais vous n'avez pas les petites puces à l'intérieur pour les piloter. Donc, il n'y a pas les matériaux, et donc, quand il y a une pénurie, ça fait quoi? Ça fait de l'inflation. Donc, les propriétaires, ils veulent bien payer. Mais je veux dire, il faut aussi qu'on soit réaliste. Et je pense que le gouvernement et le prochain ou la prochaine ministre saura nous écouter. Alban Bousquier, là-dessus, délai trop court, calendrier intenable. Vous, que vous disent les propriétaires bailleurs, justement? On veut rénover, on veut faire les travaux, mais on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour le faire. Alors, surtout ça, je pense qu'il y a une majorité, quand même, enfin, pas une majorité, mais beaucoup de propriétaires qui ne pourront pas effectuer ces travaux-là. Donc, même si le gouvernement a mis en place plusieurs aides. Des aides, redites-nous les aides mises en place justement par le gouvernement. Donc, qui permet du coup à tous les propriétaires d'obtenir des aides pour effectuer ces travaux de remise aux normes.
avec notamment une prime de 1 500 € maximum, je crois, pour sortir de ces passoires thermiques. Il y a également un éco-prêt à taux zéro qui va aider pour rénover ces logements. Mais on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, ça va être, je pense, compliqué pour tous les propriétaires d'effectuer ces travaux. Beaucoup se retrouvent avec des logements sur lesquels ils ne pourront absolument pas effectuer ces travaux-là, et donc vont se retrouver face au fait de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je revends le bien, ils vont se retrouver finalement face à ça. Justement, c'est quoi l'option alors? Si on ne peut pas effectuer les travaux, on vend son bien, c'est ça l'option principale? L'option principale, je ne sais pas, mais en tout cas, la question va vraiment se poser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de propriétaires qui vont peut-être rester dans l'illégalité s'ils ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai été très clair là-dessus avec la ministre. Il ne faudra pas compter sur les propriétaires et le NPI en particulier. Nous, notre rôle de fédération, c'est de conseiller les propriétaires. Et il faut savoir que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le locataire, il va saisir le juge, et que le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire il n'y a plus de loyer. Donc nous, on a déjà commencé à alerter tous nos adhérents partout en France pour leur dire attention, c'est compliqué, y compris pour les baux en cours. C'est-à-dire que vous ne le locataire peut se retourner, c'est ça, contre le propriétaire? C'est-à-dire que vous ne serez plus payé avec un locataire dans les lieux. Et plus grave, il faut aussi savoir que le congé pour travaux a été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à être conseillé, et bien conseillé, parce que, je veux dire, le propriétaire, si le locataire reste à l'intérieur, il dit non, finalement, je ne peux pas partir, je reste là, et bien lui, il a le locataire à l'intérieur, il ne peut pas faire les travaux, légalement, il peut pas reprendre le bien pour faire les travaux, si c'était des travaux d'ampleur. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Le locataire, il va pouvoir se retourner. Donc, je dis, attention, et danger extrême. C'est pour ça que j'avais rappelé fermement à Madame la Ministre, et j'ai demandé à ce que ça soit consigné. Je lui ai dit, d'accord, des effets d'annonce, c'est bien, 8 millions d'appartements vont être fermés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour loger tous ces gens? Vous assumez de ne pas faire la chasse aux mauvais propriétaires, c'est ça? C'est ce que. Mais c'est pas la chasse aux mauvais propriétaires. Les propriétaires, ils sont comme dans toutes les catégories de population et des Français dans le monde entier. Il y a des très bons propriétaires, il y a des bons propriétaires, c'est l'immense majorité, et il y a quelques propriétaires négligents. Nous, on est là justement pour conseiller les propriétaires. Et nous, ce qu'on leur dit, et ce qu'on a dit au gouvernement, attention, le problème, c'est que l'année dernière, le 22 août, vous avez, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, ça devait être un calcul politique pour faire plaisir aux Verts, ça tombe bien, c'est la couleur de votre plateau, mais en attendant, après, il y a le principe de réalité aussi. On savait déjà que ça allait être compliqué, on savait que l'outil n'était pas fiable, et ça, tout le monde a été d'accord. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien le monde des bailleurs sociaux, que les privés, que les notaires, que qui on veut. Tout le monde a su que le thermomètre n'était pas fiable, le TPE n'est pas fiable. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est un calendrier, on veut discuter, on veut fiabiliser ça, et notamment, par exemple, sur les petites surfaces. Je vais vous donner une anecdote. Nous, on a fait deux types d'études. On a fait une étude sur des logements, une grosse scope, on va dire, avec 10 appartements. 10 appartements à rénover. Le propriétaire, qui est un expert là-dedans, il avait choisi de faire ça avec des loyers modérés. Donc, il avait une aide d'Action Logement, 400 000 € d'aide. Et à côté, chantier pilote. Et à côté de ça, il mettait 400 000 € de sa poche. En contrepartie, il louait beaucoup moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, ce chantier pilote, maintenant, il est plus accessible à toucher les droits, puisque le DPE, il a été beaucoup plus contraignant, et il se retrouve avec des étiquettes énergétiques qui ne lui permettent pas de toucher les aides. Ça, c'est pour les gros logements. Pour les petits logements, je vais vous prendre un exemple, c'est encore pire. Pour les petits logements, ce qu'on a remarqué, et ça, on l'a vu avec Thierry Marchand, le président des diagnostiqueurs de France, de la FNIM, on a vu qu'ils étaient particulièrement impactés. On a pris une petite maison. La petite maison, elle est isolée en périphérie. Elle a des fenêtres à double vitrage, elle a des volets roulants intégrés, elle est isolée sur le toit, elle a une véranda, elle a une porte coupe-feu, elle a des radiateurs à fluide caloporteur, elle a tout ce qu'on veut. La maison, elle est en F. C'est-à-dire que la maison, dans 4 ans, elle sera plus louable. Mais je veux dire, mais après, il faut quand même qu'on ait un outil fiable. On s'est amusé. Les diagnostiqueurs se sont amusés, ils ont pris plusieurs cas d'école. Il y avait la dernière génération de radiateurs électriques, et Dieu sait qu'on nous dit, les propriétaires, ouais, vous mettez des grille-pains, etc., c'est une honte, les locataires grelottent, bon, d'accord. Nous, on s'est amusés, alors que c'est les derniers radiateurs électriques, on s'est amusés, les diagnostiqueurs se sont amusés à mettre la même petite maison avec des grille-pains, justement. La note, c'est la même. Mais je veux dire, on marche sur la tête, la note, c'est la même. Après, ils s'amusaient, on nous dit tout de suite, on va favoriser l'électricité. OK. On s'est amusé, la même petite maison, je dis bien la même petite maison, si elle est au gaz, elle est en D. Et là, on est en F.
Il y a 2 étiquettes d'écart et c'est l'inverse de ce qu'on nous explique. Comment voulez-vous que les propriétaires ne soient pas désorientés? Et je comprends tout à fait ce que dit Erwan. Lui, ces propriétaires, quand ils viennent prendre un conseil ou voir des arbitrages qu'ils vont faire, ils sont désorientés. Je vais faire parler justement, non pas Erwan, mais Alban Boustier. Merci. On va essayer de revenir à la question principale, c'est-à-dire donc l'impact sur le marché immobilier du plafonnement des loyers, mais pas que, puisqu'on a compris que c'était que la première étape. Il va se passer quoi derrière sur le marché immobilier de manière plus générale? Augmentation des prix, des biens qui vont... des centaines et des centaines de biens qui vont d'un seul coup arriver sur le marché, à la vente, disponibles à la vente, parce que ces propriétaires, en effet, n'auront pas les moyens de faire des travaux. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier de manière plus générale? Du coup, ça serait effectivement un vrai problème, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de biens qui vont se retrouver sur le marché parce que les propriétaires ne pourront pas effectuer les travaux. Donc ça veut dire que les prix vont baisser, notamment. Donc, alors ça dépendra évidemment des villes. À Paris, c'est peut-être un petit peu moins vrai, même si effectivement, je crois qu'il y a une baisse sur les prix immobiliers. Est-ce qu'on arrive à faire une estimation du nombre de personnes qui vont sur ces 7 à 8 millions de logements? Est-ce que vous tentez à faire des estimations sur le nombre de personnes qui seront en effet incapables de faire les travaux? Et donc, on imagine tant de biens qui vont arriver entre 2023 et 2024 qui vont arriver sur le marché à la vente. Alors moi, l'estimation, il faudrait plus demander aux agences immobilières. Nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine, donc on se rend compte juste de ce que nous... De ce que vous dites les propriétaires bailleurs. Je pense que généralement, quand même, il y aura énormément de biens qui vont se retrouver sur le marché, parce que nombreux sont les propriétaires qui ne pourront absolument pas effectuer ces travaux-là. Avec des territoires plus concernés que d'autres ou non? Vous avez quoi comme retour là-dessus? Je pense que Paris, en fait, intramuros, il y aura quand même moins de reventes, même si les prix baissent quand même. J'ai vu des études qui font que les prix, notamment les petits logements, baissent quand même. Mais je pense qu'ensuite, dans le reste de la France, il y a quand même beaucoup plus de biens qui sont mis en vente sur les logements qui sont F et G, notamment. Même question, il nous reste quelques secondes sur les conséquences pour le marché immobilier. Pour le marché, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on l'observe, et je le vois particulièrement en ce moment, puisque je fais le tour de France avec des assemblées générales dans toutes les grandes villes de France. C'est qu'en réalité, il n'y a pas un marché immobilier. Il y a plusieurs marchés immobiliers. Il y a le marché tendu, Paris et les grandes métropoles. Et à côté de ça, il y a l'immense majorité de la France, on va dire ça va être 80% du territoire, où là, c'est encore plus compliqué, puisque là, c'est non seulement il n'y a pas besoin de gel des loyers, mais c'est qu'il y a trop de biens sur le marché. Il y a beaucoup trop de biens à louer. Donc il y a une vacance locative subie qui est énorme. Et puis alors après, actuellement, il y a beaucoup trop de liens. Il y a beaucoup trop de biens dans ces zones détendues. Ce qu'on dit un petit peu la diagonale du vide, mais c'est plus grand. Malheureusement, c'est plus grand que ça. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que là, je ne sais pas ce qui va se passer, puisque si vous prenez par exemple des territoires comme la Creuse ou le Cantal, c'est 50% du parc. 50% du parc qui est énergivore, avec une zone détendue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il n'y aura plus de marché du tout. Et je ne sais pas ce que vont faire ni les locataires, ni les propriétaires, mais je fais confiance au nouveau gouvernement pour essayer de nous donner des réponses. Et on va terminer sur cet appel au gouvernement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Alban Boustier, je le rappelle, vous êtes senior manager chez Cheval Blanc Patrimoine. Christophe Desmerson, président de l'UNPI. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve demain dans Smart Patrimoine. Ciao.